On est à Valence ce mois-ci pour votre nouvelle émission Patrimoine Online. Ce sont Brice Ruel et Alain Attala, présidents du groupe Trinity, qui nous ont accueillis dans leurs locaux. Pour la dernière de la Minute Com, Paul Hack vous donne des conseils pour améliorer votre référencement Internet. En studio, Florence Roche de Turgot AM a défendu sa SCI via Génération et Mathilde Castagna a rencontré Sandrine Genet et Vincent Courroyer, co-présidents de la commission FinTech et Innovation de la CNCGP. Ils publient tous les deux un guide sur l'intelligence artificielle. Émission chargée, Patrimoine Online, émission 13 à Valence, c'est parti. Bonjour Alain Attala. Bonjour Gaëtan. Bonjour Brice Ruel. Bonjour Gaëtan. Merci de nous accueillir dans vos locaux. On est ravis de venir à Valence. Trinity Gestion Privée, je vais la présenter. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission précédente, mais c'est moi qui depuis maintenant présente les cabinets. J'espère que vous êtes prêts. Alors, Trinity, ça a commencé en 2015. Ce qui était un cabinet de gestion en patrimoine à l'époque est devenu un groupe qui fait aussi du conseil en investissement immobilier, du courtage et qui devrait bientôt s'implanter à Dubaï. Vous avez chacun près de 20 ans dans la gestion de patrimoine. Alors bravo parce que vous ne les faites pas. Alors, je vais quand même préciser, Brice, que vous avez testé plusieurs domaines avant de passer CGP. Vous avez testé le sport, l'ébénisterie, le commerce, l'assurance et enfin la gestion de patrimoine. Vous avez pas mal de points communs. Tous les deux, vous êtes sportifs. Alain, vous aimez souffrir, cracher vos poumons et avoir des ampoules aux mains. Vous faites du crossfit depuis bientôt 10 ans. Brice, vous, c'est le roller. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ampoule. Je précise, il n'y a pas d'ampoule. Pour les gens qui ne peuvent pas voir. Brice, vous faites du roller. Ouais. Et vous avez même fait un Tour de France en roller. Je crois que c'était en 99. C'est ça. Moi, je rentrais en CP, je crois. Ouais. Ouais. Vous devez avoir peur tous les deux de vous ennuyer parce qu'à côté de votre cabinet, vous êtes quand même pas mal occupé. Alain, vous êtes magistrat consulaire depuis janvier 2023. Brice, vous êtes conseiller municipal délégué chargé des sports et des événements jeunes depuis 18 ans. Le titre est un peu long. J'étais. Vous étiez. Ouais. Ah mince. Tous les deux. Mais 18 ans, quand même. Tous les deux, vous êtes un peu les Anne Hidalgo de Valence. Vous avez financé la plantation de 10 000 arbres pour créer un îlot de fraîcheur dans la ville. J'ai sans doute oublié plein de choses, mais je pense qu'on a l'essentiel. On a le crossfit, on a le roller, on a les arbres. Est-ce qu'il y a des choses importantes que j'ai oubliées? Oui, il faut enlever Anne Hidalgo. On ne coupera pas cette phrase au montage. Parfait. Si vous êtes prêts, on passe aux 3 actus qu'il ne fallait pas louper le mois dernier. C'est parti. Alors du coup, messieurs, pour la première actu, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis, cette guerre commerciale qui est en train de se préparer, l'impact des droits de douane que Donald Trump impose. Ouais, pardon, oui. Effectivement, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Il y a de toute manière, il va y avoir des impacts, hein, on l'a déjà vécu en 2018. On a vu que ça avait eu des incidences, notamment avec le lancement de la guerre commerciale avec la Chine. Aujourd'hui, il s'attaque au reste du monde. Ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, on a un président américain avec ses alliés proches qui communiquent sur ces fameux droits de douane, 25% sur le Mexique et le Canada. C'est ça. En précisant, le 4 mars dernier, il a mis sa menace exécution, 25% pour le Mexique et le Canada qui jusque-là n'ont payé quasiment pas. Il a doublé. Ça. Je vais revenir sur ce qu'a dit Brice. Les États-Unis ont toujours eu une politique protectionniste en réalité. Sauf que là, Donald Trump est en train d'augmenter et de renforcer cette politique protectionniste. Et je pense surtout qu'elle part sur un malentendu ou une incompréhension. On a vu le président Macron dernièrement expliquer à Donald Trump que les droits de douane français étaient en réalité une TVA et que la TVA à 20% sur énormément de produits, sur la majorité des produits en fait importés aux États-Unis, ne sont en réalité pas des droits de douane, mais simplement une TVA. De toute façon, quoi qu'il en soit, les États-Unis vont mettre en place une politique protectionniste qui sera renforcée avec des droits de douane à 25%, mais on voit bien, Justin Trudeau l'a validé hier encore, à partir du 30 mars, il y aura, je crois, des droits de douane à hauteur de 20 ou 25% sur les produits américains. Effectivement, le Canada a annoncé des mesures en contrepartie et la Chine également. La Chine et l'Europe, qui mine de rien est le premier marché mondial, va également imposer des droits de douane. Et Parce qu'on le précise que les États-Unis vont imposer aussi des droits de douane supplémentaires en Europe. Ça devrait arriver d'ici avril, normalement. Oui. Gaëtan, 25% d'un côté, 25% de l'autre, ça va s'annuler et au final, on aura juste une inflation. Mais est-ce que Donald Trump ne va pas revenir en arrière? Parce qu'on le sait très bien,
l'inflation, ça n'a rien de bon. On voit également des signaux d'inquiétude qui commencent à monter. Si on prend par exemple la bourse, on a vu les indices boursiers commencer à impacter les marchés qui ont réagi face à cette entrée en vigueur des droits de douane. Comment vous, du coup, en tant que conseiller, vous préparez vos clients à ces changements? Alors, Là, c'est monsieur. Ouais, merci Alain. Alors, c'est un peu particulier. Nous, on avait déjà anticipé que de toute manière, avec une politique protectionniste de la part des US, il y allait avoir de toute manière un ralentissement de la consommation, une augmentation de l'inflation. Alors c'est vrai que si on écoutait tous les chroniqueurs économistes, il fallait être full sur les US. Exactement. Nous, on a décidé d'être contrariants. Parce que c'est justement ce que j'allais vous dire, c'est Ouais. que jusque-là, tout le monde parlait que des États-Unis Oui. pour côté investissement. Et là, on sent qu'il y a un peu un point de bascule. Il y a certains indicateurs, certains économistes et investisseurs qui vont se dire attention, on voit des indicateurs Bien sûr. économiques américains qui ne sont pas très bons. Oui, alors c'est toujours pareil, il faut toujours se préserver de l'effet d'annonce et la réalité économique. C'est deux choses totalement différentes. Et il ne faut surtout pas surréagir non plus aux effets d'annonce, parce que pour le coup, les investisseurs seront perdants quoi qu'il arrive. Par contre, je termine, par contre, effectivement, l'Europe va être, et nous on le pressent déjà depuis 3-4 mois, le marché européen va de toute manière se renforcer parce que ça fait depuis un moment que les PER sur l'Europe sont très très bas par rapport aux grandes capis américaines qui s'achètent 28 voire 30 fois les bénéfices. J'ai envie de rebondir sur la doctrine américaine qui a changé depuis Obama. Ouais. On l'a vu aussi avec la crise à l'époque des sous-marins français. On s'est rendu compte que déjà on commençait à perdre un petit peu un allié, même si ce n'était pas Trump, même si ce n'était pas l'administration Trump. Et donc, si on essaie d'emboîter et d'imbriquer toutes ces informations, on a, loin de toute politique parano ou D'idéologie partisane. ouais, d'idéologie partisane, en fait, les États-Unis, dans le futur, vont plutôt se concentrer vers l'Asie et vers la Chine. On a deux gros blocs aujourd'hui. Il y a les États-Unis et la Chine. Et la politique protectionniste et surtout l'effort économique que devront faire les États-Unis, je pense, est largement supérieur à leur capacité. Ouais. D'accord. On passe à la deuxième actu. On va passer sur un petit point crypto. Vous vouliez revenir, Brice, sur le hack de Bybit. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'on sentait venir depuis déjà quelques temps. Pas que la crypto est plus dangereuse que n'importe quel type de placement, mais c'est là où les hackers peuvent faire leur marché un peu plus facilement. Du fait que l'objectif de la crypto, c'est d'être totalement indépendant et indécelable et intraçable, c'est très facile pour l'univers du hack d'aller voler une partie de ces cryptos et de le diluer en l'espace de quelques heures vers d'autres plateformes qui, elles, vont blanchir cet argent-là. Alors, on le rappelle, c'est un groupe de hackers affiliés à la Corée du Nord qui a dérobé l'équivalent de 1,40 milliard d'euros en Ether, de dollars, pardon, 1,40 milliard de dollars en Ether à Bybit en seulement 10 jours. Vous parlez de la protection, mais la blockchain jusque-là était censée être justement un élément de protection. Normalement. Mais les hackers sont tout le temps en avance, surtout. Et l'intelligence artificielle permet aussi de créer des nouveaux logiciels de hack qui permettent de contourner ou d'aller beaucoup plus vite finalement sur ce genre de piratage. La blockchain reste quand même ultra sécurisée. On ne peut pas tout jeter parce que… Donald Trump a fait un tweet. Voilà, tout à fait, Donald Trump a fait un tweet ou que Bybit s'est fait hacker. Oui, et c'est Bybit qui s'est fait hacker. C'est ça. On parle la crypto, c'est pas l'Ether, c'est pas l'Ethereum qui s'est fait hacker. Non. C'est vraiment la plateforme. C'est une plateforme importante. Ouais, c'est une plateforme. C'est ça. On termine avec un coup de gueule immobilier. Ouais. Pardon. Alain, tu veux le faire? On n'est pas content. On n'est pas content du tout. Pourquoi vous n'êtes pas content? On n'est vraiment pas content. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs fiscaux qui encourageaient en fait la création et le renouvellement du parc immobilier qui en plus est vieillissant en France. Et en plus, je veux dire, ces dispositifs fiscaux représentaient 92 milliards de recettes en France. Pour l'État. Pour l'État. Et oui. Et on décide de les arrêter. Pourquoi? Et puis, il y a aussi une loi, la loi climat-résilience, qui fait beaucoup de mal,
qui fait beaucoup de mal au parc immobilier. Qui interdit les passoires thermiques, hein, c'est ça? Ouais, passoires thermiques, et bientôt, on aura à faire face à énormément de logements insalubres. Est-ce que vous appelez, comme beaucoup, à un gel du calendrier d'interdiction des passoires thermiques de la loi climat et résilience? Pour moi, la question n'est même pas dans le gel. Non. Je pense c'est dans la suspension totale, enfin dans l'annulation. Ouais, dans l'annulation. Dans l'annulation il faudrait surtout que les politiciens et politiciennes décident à un moment donné de faire de la politique du logement, pas une politique électoraliste. Et tout le monde a le droit d'être bien logé. Mais à un moment donné, il faut laisser les propriétaires bailleurs faire les choses correctement et donner comment les cette inciter possibilité. Justement à et faire donc des travaux les de inciter, rénovation mais bien entendu. énergétique. Parce que si demain vous empêchez la déduction des frais de rénovation, si vous empêchez les petits avantages fiscaux liés à la réduction d'impôts sur certains types de logements, ceux qui ont l'argent et qui pourraient financer ce que l'État devrait financer, qui ne le font pas, parce qu'aujourd'hui, c'est les propriétaires bailleurs qui financent le développement du patrimoine immobilier français. Ce n'est pas l'État. Ça a été l'État pendant de nombreuses décennies, mais ce ne l'est plus. Et il s'est dit, je vais me reposer sur ceux qui ont l'argent en leur octroyant des petits avantages fiscaux. Mais au final, aujourd'hui, il leur dit à ces gens-là, bon, cette frange de la population qui pouvait déduire ou défiscaliser, vous arrêtez, on ne vous donne plus d'avantages, mais continuez à le faire. Nous, on ne le fera pas. Bah, c'est là où moi, je tire un petit peu la sonnette d'alarme. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun travaux qui est mis en place. Les artisans, nous, on en a dans notre clientèle, nous le disent aujourd'hui, les carnets de commandes commencent vraiment à descendre de plus en plus. Voire inexistante. Voire inexistant. On voit un corps de métier qui est en train de licencier massivement. On entend des promoteurs immobiliers qui vont mettre certainement la clé sous la porte, etc. etc. Moi, je dis au pouvoir public, révisez votre copie. Tout à l'heure, je parlais de régulation. Il y a la loi zéro artificialisation nette, qui est un bon exemple. Je pense qu'il faut la maintenir, c'est bien. Il faut protéger aussi nos espaces naturels. Mais il faut également encourager la création de nouveaux logements et surtout le renouvellement, encore une fois, du parc immobilier français. Et cela, ça passe par l'encouragement à l'investissement. Et si les particuliers ne peuvent pas investir dans l'immobilier, qui le fera? Merci messieurs pour ce décryptage de l'actualité. Il faut qu'on passe au reste de l'émission. Merci beaucoup. Merci on retrouve tout de suite Paul Hack de ComDCGP qui parle référencement naturel et on retrouve Florence Roche en studio qui nous parle de SCI, Via Génération. Et nous trois, on va continuer autour d'une petite tasse de café si vous voulez bien et on regarde le reste de l'émission. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est Paul de chez ComDCGP et aujourd'hui je vais vous expliquer les bases pour bien référencer votre site internet. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'un site internet bien référencé, ça vous permet de ressortir dans les premières places sur Google sur des sujets globaux. Par exemple ici, je fais la recherche conseil en gestion de patrimoine à Valence. Les recherches naturelles se trouvent à ce niveau-là. Elles renvoient vers les sites des conseils en gestion de patrimoine. En général, elles se trouvent juste après les publicités tout simplement. Il faut savoir que le référencement naturel, ça fonctionne également pour les recherches spécifiques. Par exemple, comment investir en 2025? Si je fais cette recherche-ci, cette fois-ci, les liens vont me renvoyer vers des articles écrits sur les sujets correspondant à la requête. Par exemple ici, on peut voir que des articles ont été écrits par des CGP, d'autres ont été écrits par d'autres acteurs de l'univers financier. Pour atterrir ici, il faut réaliser ce qu'on appelle du SEO, c'est-à-dire du référencement non payant, appelé aussi référencement naturel. Pour ce faire, il existe des dizaines de stratégies. Je vais vous montrer celle qui aujourd'hui vous permet de travailler le plus facilement les bases. Je pars du principe que comme 90% des sites internet aujourd'hui en ligne, vous vous trouvez sur le CMS qu'ils appellent WordPress. Ainsi, une fois que vous êtes sur votre espace WordPress, je vais vous inviter à aller dans les extensions qui se trouvent sur la barre latérale de gauche, puis à ajouter une extension gratuite qui s'appelle Yoast SEO. Yoast SEO va vous aider à réaliser les référencements de base de votre site internet, tels que le nom, le logo, que vous pouvez retrouver lorsque vous faites des recherches Google sur votre cabinet par exemple. Une fois cela réalisé, je vous laisserai aller dans l'onglet qui s'appelle l'onglet page, toujours sur la gauche de l'écran, et de sélectionner la page de votre choix. Rendez-vous en bas de cette page et indiquez dans la partie requête cible sur quelle recherche Google vous voulez tomber dans les premières positions. Imaginons par exemple que je suis un CGP sur Valence et que je veux tomber dans les premières positions de la recherche conseiller en gestion de patrimoine à Valence. Je vais ainsi indiquer tout simplement à ce niveau conseiller en gestion de patrimoine à Valence. Juste en dessous, au niveau du titre,
je vous laisse adapter pour que cela soit pertinent pour la personne qui réalise la requête. Par exemple ici, je vais indiquer tout simplement conseiller en gestion de patrimoine à Valence, plus de 15 ans d'expérience. Bien sûr, vous l'adaptez à votre cas. Puis, je vais modifier juste en dessous ce qu'on appelle le slug. Le slug, c'est quoi? C'est le lien de votre page, tout simplement. Ici, vous pouvez mettre la requête cible que vous avez indiquée juste avant. Puis, je vais modifier ce qu'on appelle la métadescription. La métadescription, c'est ce qui s'affiche juste en dessous du titre, comme vous pouvez le voir juste ici. Et à cet endroit-là, vous pouvez être plus complet. Par exemple, ici, vous pouvez mettre conseiller en gestion de patrimoine situé à Valence, avec plus de 15 ans d'expérience. Nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Si vous faites cela sur chaque page et sur chaque article que comporte votre site internet, vous allez déjà avoir un référencement bien supérieur à celui de vos confrères. Attention cependant, un bon référencement, ça peut prendre plusieurs mois. C'était Paul de chez ComDCGP pour 1 Minute Com et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils en visibilité. Bonjour Florence Roche. Bonjour Gaëtan. Vous êtes directrice de la gestion immobilière de Turgot AM. Vous gérez notamment la SCI Via Génération qui investit sur le thème du maintien à domicile. Elle achète en démembrement viager des biens immobiliers haut de gamme. Je vous présente le concept de cette rubrique. Je vais vous poser quelques questions. Vous aurez soit 30 secondes, soit 1 minute pour y répondre. Est-ce que vous êtes prête? C'est bon pour moi Gaëtan. L'année dernière, le marché des SCI a subi un peu moins d'1 milliard d'euros de décollecte et une performance négative à moins 4,7. Comment s'est passé 2024 pour Via Génération ? On a fait face, nous aussi, à une décollecte, mais grâce aux fondamentaux du fonds, c'est-à-dire un positionnement sur du résidentiel haut de gamme et du démembrement viager, on a réussi à maintenir la valeur de part du fonds. Elle est même en constante évolution. Et donc, on arrive en fin d'année 2024 à une performance de l'UC qui est de 4,04% et donc qui place le fonds parmi les meilleures performances des SC du marché. Au-delà de la perf, est-ce que vous avez pu mener des acquisitions ? Alors, on a réalisé début 2024 quelques acquisitions. On est à peu près à 30 millions d'acquisitions sur le début de l'année. C'est beaucoup moins que ce qui avait été fait les années précédentes. Ça, c'est dû au phénomène de marché. On a eu davantage de rachats que de collectes. Et puis, c'était une volonté, en lien aussi avec les associés du fonds, de ne pas trop favoriser les investissements et de plutôt aussi se concentrer notre gestion sur la liquidité et la gestion de la poche liquide. C'était vraiment l'objectif de 2024, la liquidité et la performance. Alors justement, on entend que les assureurs ne veulent pas relancer la commercialisation des SCI dans leurs contrats car ils porteraient toujours un nombre important de parts dans leur bilan. On dit aussi qu'ils demandent davantage de garanties de liquidité auprès des sociétés de gestion. Est-ce votre cas ? La SCI présente l'avantage d'avoir déjà en fait une poche liquide de 30% qui était liée à la nature de l'actif, aux contraintes des assureurs et qui était aussi mise en place pour favoriser l'intérêt des investisseurs finaux et des porteurs de parts. On a eu un phénomène de rachat assez significatif qui s'est fait de septembre 2023 jusqu'en juin 2024. Ça a après diminué de manière très significative. Et on a eu le parti pris, toujours en lien avec nos associés, de piocher dans la poche liquide, parce qu'elle a diminué de manière assez significative, mais pour pouvoir rembourser une très grosse partie des rachats pour que les assureurs portent un peu moins la liquidité. On a ensuite donné le relais aux assureurs, donc c'est aujourd'hui eux qui la portent, le temps que nous, on reconstitue la poche liquide et qu'on trouve des moyens avec eux de relancer la collecte. Vous le disiez, vous avez préféré piocher dans votre poche de liquidité pour servir les demandes de retrait plutôt que de vendre la nue propriété de vos actifs en portefeuille. Pourquoi? C'était par un souci de garder la performance également? Oui, tout à fait, parce que faites le montage initial du fonds, la poche liquide, elle sert à ça, elle sert à faire face aux demandes de rachat, et donc on l'a piloté finement avec les associés, et il n'y avait pas une volonté ni une nécessité de devoir générer plus de cash en vendant la nue propriété de nos biens, et puis c'est aussi, alors c'est des actifs qui sont aussi moins liquides et moins rapidement que la pleine propriété, et puis c'est la nue propriété, donc le remembrement automatique qui aussi assure de la performance. Donc c'est pour ça qu'on a voulu conserver ce moteur de performance.
Mais d'un côté, du coup, vous préférez ne pas vendre la nue propriété, ne pas liquider votre portefeuille. De l'autre, vous attendez que le marché se redresse pour que les investisseurs puissent revenir. Est-ce que Via Génération est condamné en attendant à végéter, en attendant retour à meilleure fortune? Alors aujourd'hui, sur Via Génération, on a des très bons fondamentaux, hein, comme je le disais, le positionnement sur un marché résidentiel haut de gamme qui est celui qui a bien résisté, qui est plus résilient que les autres classes d'actifs. Et c'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir maintenir la valorisation du portefeuille et espérer qu'elle puisse, sur les prochaines années, reprendre de la valeur. Ensuite, on a certains leviers pour reconstituer du cash, ne serait-ce que les reventes qui peuvent s'opérer sur le fonds et qui nous permet d'avoir un peu de trésorerie. Et c'est pour ça qu'on les conserve en poche liquide et qu'on ne fait pas de réinvestissement. Et puis, on essaye d'avoir d'autres leviers, peut-être comme d'autres investisseurs autour de table, pour essayer effectivement de relancer la dynamique sur le fonds. C'est-à-dire aller chercher de nouveaux partenaires assureurs? Tout à fait, d'autres associés sur le fonds. En fait, l'idée est de pouvoir sortir Via Génération qui, par ses bons fondamentaux, devrait sortir un peu du lot par rapport en fait, à une crise qui a été une crise de confiance globale sur le marché de l'immobilier, alors que finalement, on a des sous-jacents sur le fonds qui résistent bien et un objet social qui est fort aussi, puisque c'est le maintien des seniors à domicile. Dernière question, un petit point réglementaire pour terminer. L'avenir des sociétés civiles immobilières dans les unités de compte fait l'objet de discussions entre les autorités de régulation et les acteurs. Selon nos informations, les changements ne devraient concerner que les nouveaux fonds. Est-ce que vous êtes inquiète? Et puis finalement, à quoi s'attendre? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le marché, que ce soit sur les fonds existants, les SC, leur transformation, ou l'arrêt des créations d'autres FIA. Je pense que la crise doit avoir l'intérêt de se poser les questions, de mettre les choses sur la table et d'essayer d'améliorer un système pour éviter de se retrouver dans une situation de blocage telle qu'on connaît. La transformation des fonds, elle sera difficile parce qu'il y a plein de contraintes au quotidien à mettre en œuvre. Par contre, bien sûr, je pense qu'il faut se poser la question d'améliorer toujours le process de liquidité. Il y a plein d'outils qui sont mis à notre disposition. Il y a évidemment toujours ce pourcentage de la poche liquide. Est-ce qu'il doit être de 5% ou plus? Est-ce qu'il doit aller jusqu'à 30 ou plus? Il y a plein de possibilités. Elles sont parfois existantes, mais pas toutes mises ensemble. Il y a le pourcentage, il peut y avoir les lock-up, il y a les gates, il peut y avoir des périodes et des montants max sur lesquels on peut sortir. Si on arrive à piloter intelligemment et à mettre en place ces différents outils, on arrivera à avoir des produits toujours qui servent les intérêts des porteurs de parts et qui ne créent pas ces situations de blocage qu'on connaît aujourd'hui. Merci Florence Roche. Merci Gaëtan. On va reparler, messieurs, de la SC Via Génération. Mais alors juste avant, est-ce que vous pouvez m'expliquer le Donkey Kong derrière en tenue de bain avec la coupe de Donald Trump? Comme ça vient d'où ça? Un délire. Il n'y a aucune explication. Okay. C'est pas un artiste, c'est pas... D'accord, ok. On était en pleine réunion et puis ça sonne à la porte, ça toque et tout. Et ça arrive. Et on voit, il fait... Et on a dit vas-y viens. Et c'est devenu une mascotte. À condition que tu mettes un maillot de bain rose. Un truc moins sympa, les SCI. Donc on a entendu Florence Roche qui parlait de SCI Via Génération. Vous n'êtes pas très fan de la pierre papier. Alors tant mieux pour vous parce que vous avez évité la crise des fonds immobiliers là, depuis 2 ans. Pourquoi vous justement vous tenez plutôt à l'écart des fonds immobiliers? Tout simplement parce qu'on a bien vu que depuis 2017, toutes les SCPI ont fait moins 50%. C'est-à-dire qu'elles pouvaient offrir des rendements entre 5 et 6%. Et depuis que les taux sont redevenus à peu près normaux, le problème c'est qu'effectivement quand on revient sur un marché de l'immobilier financé par du crédit de manière normale, sur des taux entre 2,80 et 3,5%, et ben on s'aperçoit que ce moteur de rentabilité s'effondre. C'est-à-dire que pour vous, c'est depuis 2017 qu'il y a un problème de… non, je vais dire depuis 2020. Ouais. 2020-2021. Alors, vous voulez compléter? Je vais avoir une réponse un peu plus tranchée. Nous, nos clients sont en attente de rendement et de rendement élevé.
Donc on va être à la recherche de surperformance, on va être à la recherche justement de rendements plus élevés. Donc c'est pas avec les SCPI? Non, c'est pas avec les SCPI ni les SCI. Oui, tout à fait. Plus trop maintenant. C'est la moyenne du marché. Ouais, en tout cas, selon officiellement les chiffres publiés par le marché. Oui, brut. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que 2025-2026, on va être plus proche, parce qu'il y a toujours un décalage de 18 mois entre les chiffres annoncés et la réelle performance des fonds. On a vu déjà une baisse des dividendes, hein, oui. Ça a été annoncé et puis dans le le bilan. Le gel aussi de certaines SCPI, parce que au niveau de la liquidité, c'est ça? Exactement, ils ont eu des problèmes de liquidité, parce qu'il fallait financer cette hausse des taux et donc de refinancement. Et les rachats. Et les rachats. Énormément de rachats. On passe à la suite, on va parler d'IA, mais pas du tout. On parle d'IA pour terminer l'émission. On retrouve Mathilde Castagna qui était en déplacement. Elle a rencontré une personne qu'on connaît bien dans l'émission, Sandrine Genet, qu'on a rencontrée en décembre dernier. Et Vincent Courroyer, tous les deux sont coprésidents de la commission FinTech et Innovation de la CNCGP. Ils ont publié un guide sur l'intelligence artificielle. On les écoute tout de suite et on revient. Qu'on le veuille ou pas, l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans notre quotidien. Pour ne pas passer à côté des opportunités qu'elle pourrait apporter dans votre travail de conseiller en gestion de patrimoine, la commission Innovation et FinTech de la CNCGP lance un guide sur le sujet avec une approche pratique de ces outils. Sandrine, Vincent, bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes coprésident de la commission FinTech et Innovation de la CNCGP. Vous venez de publier un guide sur l'intelligence artificielle dédié aux conseillers en gestion de patrimoine. Alors, ce guide, il fait 60 pages. À la lecture, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il parle à tout le monde, autant aux CGP qui n'ont jamais mis le nez dedans encore, mais aussi à ceux qui ont commencé à travailler sur le sujet, sur l'outil. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques phrases ce qu'il faut retenir principalement de vos travaux ? En fait, justement, c'est un peu ça. C'est que l'IA, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à des gens qui sont très techniques ou qui ont une très bonne compréhension des choses. Le message qu'on veut faire passer avec Vincent et par le biais de la CNCGP, c'est vraiment que c'est un sujet global qui touche tout le monde et qui est à la portée de tous. Et on a essayé de faire quelque chose de très pratique, simple d'utilisation, avec des conseils et des choses que tout le monde peut utiliser. Par exemple, déjà dans sa vie personnelle, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA dans sa vie personnelle, organiser un voyage, demander des conseils pour préparer un repas le soir, une petite recette, en fonction de ce qu'on a dans son frigidaire. Il y a des choses toutes simples. La conviction qu'on a avec Vincent, c'est que si les CGP s'approprient cet outil de façon simple dans leur vie quotidienne, au fur et à mesure, ils arriveront également à se l'approprier au niveau professionnel. Un autre petit point sur lequel je voulais rebondir, qui est assez marrant, vous répondez à la fameuse question que tout le monde se pose, est-ce que l'IA va me piquer mon job ? D'après vous, non, mais une personne qui sait utiliser l'IA peut-être. Est-ce que vous pensez que ce changement va être aussi radical ? Est-ce que ça va vraiment être un game changer Alors, l'IA est déjà là. Je crois qu'on l'utilise au quotidien sans le savoir, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc non, ça ne nous prend pas notre métier. Au contraire, ça nous rend meilleurs. Ça va nous rendre plus efficaces, ça va nous permettre de consacrer plus de temps à ce qui a une vraie valeur ajoutée. On parlait dans les années avant le Covid du conseiller augmenté. C'est un outil complémentaire pour qu'on s'améliore, pour qu'on utilise mieux notre temps. On peut avoir des CGP qui sont peut-être à quelques années de la retraite, qui se sentent peut-être impressionnés par ces sujets. Comment on peut vendre l'intelligence artificielle à des personnes qui sont déjà peut-être avancées dans leur carrière ? Alors on est un peu trop jeune peut-être avec Vincent pour répondre à cette question, mais non, en fait, il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas vraiment de sujet générationnel, en fait. L'IA, justement, a ce mérite d'être accessible à tous, simplement. Et finalement, on voit très bien que les générations même plus avancées arrivent parfaitement à intégrer des outils ou des réseaux sociaux, puisque par exemple Facebook, pour prendre cet exemple-là, qui au départ était plutôt un outil de jeunes, aujourd'hui on sait tous que c'est plutôt les grands-parents qui sont sur Facebook et que les petits-enfants n'y sont plus.
Tous ces outils-là ont été rendus extrêmement accessibles. Ça ne nécessite pas de savoir coder, ça ne nécessite pas d'avoir une capacité technologique importante. Et donc, ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait créer un fossé générationnel. Et notre invitation à Vincent et à moi, c'est vraiment de dire à tous, quelle que soit la génération, d'utiliser ces outils. Bien sûr, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je profite de cette question pour le rajouter, en faisant attention au cadre dans lequel on utilise. Et c'est aussi une des vocations du guide, c'est d'expliquer quels sont les principes de précaution à prendre pour pouvoir, par exemple, conforter la sécurité des données et la confidentialité des données de nos clients. Vous parlez de principes de précaution. Quels sont les risques aujourd'hui face à cet outil ? Dans les prochains mois, il y aura l'IA Act. Alors, désolé de cet anglicisme, mais c'est une réglementation européenne qui va venir encadrer tous ces points, qui va aussi nous contraindre à un certain nombre de précautions, de contrôle, de surveillance des outils qu'on va utiliser, et donc qui vont englober toutes ces notions de données, de respect de la vie privée de nos clients et de nos collaborateurs, en tout cas de tous nos intervenants. Et ça, c'est vraiment en cours d'implémentation. La profession, on a participé à un groupe de travail depuis le mois de septembre là-dessus, avec plusieurs professions différentes et nos intervenants, où on a effectivement envisagé toutes les solutions et tous les points de contrôle, de vigilance qu'on va devoir avoir. Comment, sur quel pan d'activité les confrères qui sont déjà en train d'utiliser l'IA l'utilisaient? Ce qu'on a, nous, vu dans les échanges qu'on a pu avoir avec des CGP, c'est une utilisation assez simple. Par exemple, l'utilisation de ChatGPT qui peut aider à faire des comptes rendus de rendez-vous, des recherches. Vincent parlait tout à l'heure de demander une synthèse des évolutions d'une loi de finances par le biais de ChatGPT, un résumé ou des comptes rendus et des commentaires de gestion, par exemple. Ça, on le voit de façon assez importante. Certains utilisent aussi dans l'automatisation. Moi, je peux citer un exemple, par exemple, qui par le biais de ChatGPT réussir à récupérer un code qui permet d'aller chercher des données dans un fichier Excel et les basculer dans un PDF remplissable, par exemple pour une campagne d'arbitrage. Donc on voit des choses comme ça. Et puis, on le répète, on l'utilise sans le savoir, au travers des outils où nos applicatifs ont déjà mis, pour tel sujet, le gel des avoirs, le profil de risque, les constats patrimoniaux. Tout ça est déjà plus ou moins implémenté dans les outils qu'on utilise au quotidien et qui va être, je pense, accéléré de plus en plus avec la maîtrise de l'IA par ces applicatifs. Mais nous, aujourd'hui, c'est plus dans le gain de temps dans les tâches quotidiennes, répétitives, ou dans les recherches que l'on peut faire, où la machine va aller plus vite et va chercher beaucoup plus loin. Un peu comme on a eu les moteurs de recherche arriver il y a quelques années. De notre côté, je peux peut-être mettre en avant une démarche qu'on a initiée, je trouve qui est intéressante pour d'autres CGP. C'est un programme qui a été mis en place par la BPI, qui s'appelle IA Booster, et qui permet, en fait, en passant par des experts qui sont agrémentés par la BPI, de faire un diagnostic de l'IA au sein de son entreprise. Donc il y a une première phase qui est une phase d'entretien avec les équipes et de diagnostic. Et ensuite, le programme permet, dans la mise en œuvre des premières solutions pratiques, par exemple, comment l'IA peut aider dans le cadre de la campagne de déclaration de revenus de nos clients, le programme permet de faire prendre en charge une partie des dépenses d'investissement pour automatiser ces tâches, et que donc il y ait juste un reste à charge pour le cabinet. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très concret et qu'on est, nous, en train d'implémenter au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Avec plaisir. Merci. Et vous, du coup, messieurs, l'intelligence artificielle chez vous, vous commencez à l'utiliser? On l'utilise comme aide à la rédaction. D'accord. Plutôt comme aide à la rédaction. En fait, on a fait un énorme travail sur les prompts. Donc c'est les briefs, on précise, parce que tout le monde ne connaît pas encore, c'est les briefs qu'on fait aux outils pour avoir une réponse qui correspond du coup à la demande. À notre demande, tout à fait. Donc on l'utilise principalement dans la rédaction. Je ne vous cache pas que j'ai déjà essayé de demander à une IA de me sortir une allocation d'actifs qui pouvait Laissez-moi deviner, ça n'a pas bien marché. Ça marche pas bien du tout. Non, ça marche pas. Par contre, nous avons pris des abonnements sur certains outils qui marchent très très bien. On l'utilise donc principalement pour la communication
et pour la rédaction. Aujourd'hui, donc c'est essentiellement des outils grand public, mais on voit arriver dans certains secteurs des outils très thématiques. On l'a vu dans la santé par exemple, la gestion de patrimoine, ça commence à arriver aussi. Est-ce que vous êtes en attente justement d'avoir un outil pour les CGP qui soit vraiment complet et qui vienne vous aider dans votre quotidien de manière vraiment très spécifique? Il y a une chose que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est l'empathie du conseiller en gestion de patrimoine. Alors, forcément, on peut penser que l'erreur est humaine, que la machine ne pourra pas faire d'erreur, etc. Mais il y a cette sensibilité qui va manquer à la machine, elle va manquer à l'algorithme. C'est plus pour vous épauler, le conseiller augmenté, c'est un peu… C'est un support. Pour moi, l'IA, c'est comme utiliser une calculatrice quand j'ai besoin de faire une grosse soustraction ou une division. C'est un outil que nous utilisons très très bien même. Nous, on a tenté pour voir effectivement la véracité des IA qu'on utilise. Elles ont loupé leur examen CIF. Ah ouais. Elles n'ont pas réussi à passer. Nous on l'a réussi, mais elles l'ont loupé. Elles ont d'ailleurs eu une très 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 mauvaise note. Merci beaucoup messieurs de nous avoir accueillis. On était ravis de venir à Valence faire un petit tour et en plus on a eu du soleil, donc c'est vraiment super cool. On est bien aujourd'hui. Merci à vous, merci à Donkey Kong. À bientôt. À bientôt. Et voilà, l'émission est quasiment terminée. Alors avant de se quitter et de remonter à Paris, quelques mots. Déjà, merci à Paul Hague et Simon Cavaillez de Com des CGP. C'était la dernière de la Minute Com. Alors on espère les revoir prochainement dans l'émission. Jusque-là, ils vous ont accompagné tous les mois pour vous donner leurs meilleurs conseils en matière de communication, un domaine encore parfois compliqué pour certaines conseillères et certains conseillers. Vous pouvez retrouver toutes les Minutes Com sur notre site internet et sur YouTube. Côté événement, deux dates à noter. Le 1er avril, Talent for Finance, le salon pour les carrières dans la finance. Et puis le 29 avril, le forum de la gestion privée. On a très hâte de vous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet pour suivre toute l'actu de la gestion de patrimoine. Pour Patrimoine Online, moi je vous dis au mois prochain, portez-vous bien, au mois prochain pour une nouvelle ville et un nouveau Patrimoine Online.